Bon, ben, vu qu'il est midi et 5, je propose qu'on commence tranquillement, là. Les autres pourront se joindre à nous tranquillement. Bien, bonjour, moi c'est Raphaël Piché, je suis à l'espace d'accélération et de croissance d'Abitibi-Témiscamingue. Probablement que vous me connaissez pas mal toutes déjà. Puis comme vous le savez, là, nous, on est un organisme en développement économique qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation. Puis on souhaite créer des liens davantage entre des experts et les entreprises. Donc, c'est un petit peu pourquoi là, on a organisé plusieurs midis numériques sur différentes thématiques, dont le midi numérique d'aujourd'hui, qui est sur le MILA, l'intelligence artificielle chez les PME. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Puis, on a la chance d'avoir avec nous là, Alison Messonnier, qui est conseillère principale regroupement catalyseur activation IA du MILA. MILA qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Voilà, donc je laisse Alison se présenter puis faire sa présentation. Parfait, ben, merci beaucoup Raphaël pour l'introduction. Donc, enchanté tout le monde. Comme Raphaël l'a dit, je suis conseillère principale en activation de l'intelligence artificielle et mon rôle consiste vraiment à venir informer les entreprises que nos programmes existent parce que c'est des programmes fortement financés par les gouvernements pour aider les entreprises vers l'adoption de l'IA. L'autre côté de mon mandat, c'est de m'assurer de construire un écosystème intelligent. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher tous les autres acteurs autour du développement de l'intelligence artificielle pour être sûr que tout le monde est à la table au moment où on fait les projets puis qu'on n'échappe pas des balles. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur nos programmes. Je vais aussi vous montrer quelques cas d'utilisation qu'on a déjà effectués avec des entreprises. Nous, notre principal focus, c'est vraiment les PME et ce n'est pas obligé d'être mature en intelligence artificielle pour venir faire un projet avec nous. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça devrait Oui, ça fonctionne. Parfait, super. Donc, rapidement, je vais vous présenter ce qu'est le Mila, juste pour qu'on soit tous sur la même page. Ensuite, je vais vous présenter les démonstrations et le programme d'atelier qu'on a. Et ensuite, on passera à la partie un peu projet déjà complété et autres techniques et possibilités en intelligence artificielle pour que ça vous donne un peu des idées de ce que vous pouvez faire chez vous. Donc, le MILA, c'est, comme l'a dit Raphaël, c'est l'Institut de recherche en intelligence artificielle du Québec. C'est un centre de recherche qui a été fondé en 1993 par Yoshua Bengio, qui est un des 3 pères de l'apprentissage profond, donc tout ce qui est réseau de neurones. On a beaucoup entendu parler de ChatGPT ces derniers temps. Donc, c'est la technologie qui est derrière ChatGPT. Donc en 2018, donc existe depuis 93, mais en 2018, le centre de recherche acquiert le statut d'OBNL pour qu'on se transforme en institut et qu'on commence à faire du transfert technologique vers l'industrie parce que la technologie des réseaux de neurones commençait à être assez mature pour qu'on puisse le faire et pour accepter des fonds en fait pour ensuite aider les entreprises à adopter l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'institut, c'est plus de 95 professeurs de renommée mondiale dans tout ce qui est apprentissage automatique, apprentissage profond et apprentissage par renforcement. Nous, l'expertise de notre centre, c'est vraiment apprentissage profond, apprentissage par renforcement. Donc, c'est des techniques qui demandent énormément de données et qui peuvent aller répondre à des problématiques très complexes. Donc, on va parler de vision par ordinateur, etc. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, on a vraiment la crème de la crème quand il s'agit des professeurs. On a les plus grands experts. Donc, c'est ce qui fait la force de notre centre et on a la chance de l'avoir au Québec. On a aussi, avec ces professeurs, viennent plus de 1000 étudiants qui sont aux maîtrises, doctorat, post-doctorat. Et on est aujourd'hui 140 employés. Donc, on a beaucoup évolué dans les 5 dernières années. Parmi ces employés-là, on va retrouver des scientifiques en apprentissage profond qui sont des gens qui vont travailler à temps plein sur des projets en recherche appliquée. Donc, ce n'est pas des étudiants, mais c'est vraiment des gens qui ont un background en apprentissage profond et qui travaillent pour nous à temps plein. Et ces scientifiques-là, ils vont s'appuyer sur tout le centre de recherche. Donc, dès qu'ils sont coincés dans un projet avec une compagnie, ils tournent leur chaise puis ils vont parler au plus grand nombre dans l'apprentissage profond, ce qui fait qu'ils vont être débloqués très rapidement. Donc, aller entreprendre un projet avec Mila, ça a beaucoup de valeur parce qu'on peut faire beaucoup de choses
dans un temps très court avec la recherche de pointe, en fait. Qu'est-ce qui est à la dernière, quel est le state of the art, en fait. Et on a plus de 100 partenaires industriels parce qu'on a tout un système de partenariat qu'on peut mettre en place avec les entreprises. C'est souvent des entreprises qui vont aller chercher à se développer des compétences en intelligence artificielle pour pouvoir profiter de notre écosystème, de nos foires aux stages, de nos foires aux emplois, etc. Donc ça, si dans un deuxième temps, c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en parler plus amplement. Vous aurez mon email à la fin, mais je vais surtout me concentrer sur les programmes qui pourront vous intéresser. Et on a 4 grands piliers au MINA, donc bien entendu le talent en intelligence artificielle, la recherche de pointe, donc ça c'est bien entendu parce qu'on a un centre de recherche, tout ce qui est adoption de l'intelligence artificielle pour être sûr que le Québec donc soit vraiment un des premiers pôles en fait d'intelligence artificielle comme il peut l'être en aérospatial par exemple. Et tout l'aspect aussi influence sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on va développer des modèles, on va développer des projets qui intègrent une connotation responsabilité sociale et éthique, parce qu'on ne veut pas développer des modèles qui vont motiver des mauvaises pratiques ou des choses comme ça. Donc, l'écosystème de Milan, si vous connaissez un peu Montréal, là, on est en plein centre à côté du marché Jean Talon. Et autour de nous, on a beaucoup d'acteurs d'intelligence artificielle, notamment les plus grands noms comme Microsoft, on a aussi des gens qui vont Facebook, ServiceNow. Donc, ça, c'est des grands joueurs en intelligence artificielle. On a aussi des compagnies qui sont partenaires avec nous, qui décident de louer des locaux chez nous pour être vraiment dans l'écosystème de Mila. Et puis, on a vraiment tout le monde qui est ensemble, c'est-à-dire autant les étudiants, les profs que les partenaires qui ont décidé d'élire domicile chez nous, que les employés de Mila. Donc, c'est vraiment un beau centre. Si jamais un jour vous voulez venir visiter, ça nous fera plaisir de vous montrer les alentours. Donc, je vais passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on a développé il y a plus d'1 an un programme qui permettait aux PME d'avoir accès à des projets en intelligence artificielle à moindre coût, parce qu'on s'est rendu compte que le MINA était inaccessible en fait pour les gens qui avaient soit pas les moyens ou soit qui n'étaient pas rendus là dans leur maturité en intelligence artificielle. Donc, on a 2 volets à ce programme-là. Le premier volet, c'est un programme ça s'appelle le programme de démonstration. En fait, on entreprend un projet avec une entreprise qui va durer 2 à 4 mois, sur lequel on met 2 scientifiques en apprentissage profond à temps plein. Donc, on va aller monter une preuve de concept qui va permettre de montrer la valeur de éventuellement adopter l'intelligence artificielle en entreprise, et ça pour une facture unique de 5 000 $. Donc, on vient vraiment réduire les coûts. C'est des projets qui normalement coûtent 150 000 $, mais comme on est très subventionné par le gouvernement fédéral et provincial, ça nous permet de réduire la facture au maximum. On a un deuxième volet qui est le volet atelier. Donc, à chaque projet, chaque démonstration qu'on fait, on le transforme en atelier. C'est des ateliers de 3 heures qui coûtent 200 $ par organisation pour 2 personnes. En général, c'est du présentiel, la façon dont les ateliers se passent. Ça nous arrive de faire des tournées en région, puis de cumuler quelques ateliers pour permettre d'être en présence dans la région et pas avoir que les gens se déplacent à Montréal. Et donc, dans cet atelier-là, on va montrer le cas d'utilisation qu'on a effectué avec une entreprise, la méthodologie, le code, donc le modèle qu'on a utilisé, et on va avoir une séance d'idéation dans cet atelier-là pour voir quels sont les cas d'utilisation chez l'entreprise qui prend l'atelier. Il y a plusieurs façons de voir l'atelier. Donc, il y a soit c'est des entreprises qui sont curieuses de savoir ce que fait l'intelligence artificielle, donc qui vont juste vouloir faire de l'exploration avec cet atelier. Puis, comme je l'ai dit, on va avoir une séance d'idéation, on va pouvoir voir quels sont les cas d'utilisation chez l'entreprise qui pourraient être entrepris avec de l'apprentissage profond. Ou alors, c'est les entreprises qui voient que le cas d'utilisation qu'on donne en atelier, c'est quelque chose qui est parfait pour eux. Ils pourraient l'implémenter presque tel quel chez eux. Donc, ils vont juste assister à l'atelier pour après pouvoir repartir avec le modèle, la méthodologie, puis d'essayer de l'implémenter chez eux. On peut encore donner quelques conseils, nous, de notre côté.
ou alors c'est des entreprises qui ont des développeurs ou des scientifiques de données qui ne sont pas forcément experts en apprentissage profond, mais qui aimeraient se former sur des cas d'utilisation qui existent. Donc, ils vont venir prendre l'atelier. Donc, l'atelier est vraiment modulable en fonction de qui est notre public cible. Quand il s'agit des gens un peu plus business, on va vraiment être plus orienté business. Et quand ça va être des gens, des développeurs ou des scientifiques de données, on va être plus technique, on va rentrer plus dans le code, on va expliquer les techniques, etc. Donc ça, c'est nos deux grands volets. Pour entrer un petit peu plus en détail dans le parcours de démonstration. Donc, en général, les organisations, les entreprises qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont soit bloqués dans leur parcours d'IA parce qu'ils ont testé plein de solutions, surtout de l'apprentissage automatique. Ils aimeraient aller tester d'autres choses. Les problématiques auxquelles ils essayent de répondre sont de plus en plus complexes. Ou alors, c'est des entreprises qui ne savent pas par où commencer. Nous, on a plein d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant, j'ai entendu parler de ChatGPT, j'aimerais ça l'implémenter chez nous. Et donc, c'est la première étape, c'est de venir nous voir parce que on va pouvoir soit vous rediriger vers les bons acteurs quand ce n'est pas de l'apprentissage profond. Donc, on a tout un écosystème, comme je l'ai expliqué, qu'on connaît très bien, vers qui on peut vous référer, vous introduire. Ou alors, on commence à discuter justement à quelles sont les problématiques que vous aimeriez résoudre chez vous. Donc, en général, ça commence par une présentation comme je le fais en ce moment. Et puis, on arrive, quand c'est des one-on-one, je le fais souvent en one-on-one avec les entreprises, on commence à parler donc de la réalité, du contexte de l'entreprise, puis on va commencer à définir un peu les cas d'utilisation qui seraient possibles. Donc, si l'entreprise décide de prendre un atelier, l'atelier, c'est un peu une première rencontre sur les stéroïdes parce que dans l'atelier, donc, non seulement l'entreprise va avoir accès vraiment en détail à un cas d'utilisation, mais le conseiller en adoption qui sera là, c'est aussi habilité à commencer à parler des cas d'utilisation de l'entreprise. Donc, une fois que la première rencontre est passée, je vais aller parler au conseiller en adoption pour qu'on ait une deuxième rencontre pour aller choisir le problème que l'on veut aborder. Parce que souvent, les entreprises ont soit plusieurs problématiques ou alors les problématiques sont beaucoup trop grosses pour un projet de 2 à 4 mois. Parce que ça, il faut se rappeler, c'est des projets de 2 à 4 mois, ce n'est pas des projets de 18 mois. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on va aller découper la problématique pour qu'elle rentre dans un projet de 2 à 4 mois ou qu'on détermine quelles sont les problématiques prioritaires pour l'entreprise dans lesquelles il y aurait vraiment avantage à utiliser l'apprentissage profond. Donc, une fois qu'on a fait ça, le conseiller en adoption va poser beaucoup de questions aussi au niveau du jeu de données. Quelles données l'entreprise détient? Est-ce que c'est des données propriétaires? Est-ce que ce sont des grands jeux de données? Sous quelle forme? Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est du texte? Donc, dépendamment de la problématique, on va avoir cette conversation-là. Et donc, le conseiller en adoption va ramener toutes ces informations-là à un scientifique qui va faire une première étude de faisabilité du projet. Donc, le scientifique va regarder si on peut aller chercher un jeu de données public équivalent. Et la raison pour laquelle on fait ça, il y en a deux. C'est que la première, c'est qu'en apprentissage profond ou de manière générale en IA, une chose importante, c'est que les jeux de données soient bien nettoyés, bien annotés. La réalité des entreprises, c'est que c'est souvent pas le cas. Et dans un projet de 2 à 4 mois, on n'a pas le temps de faire du nettoyage de données. C'est trop long. Du nettoyage de données, c'est plus de 80% d'un projet en général. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un jeu de données public qui se calque aux données privées de l'entreprise ou alors qui pourrait répondre à la problématique qu'on essaye de répondre. Je vous donne un exemple. On voudrait avoir un modèle qui nous détermine si c'est une photo de chat ou pas. Ben, on peut aller entraîner nos modèles sur des photos de chiens parce que le modèle après pourra s'adapter parfaitement à des photos de chats. Donc, même si ce n'est pas exactement le même jeu de données public que privé, on peut quand même s'adapter à ce niveau-là. Et la deuxième raison pour laquelle on va chercher des jeux de données publics, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tous nos projets, toutes nos démonstrations vont être transformés en ateliers. Donc, pour pas que les jeux de données privés se retrouvent dans un atelier, il faut absolument que ce soit un jeu de données public. Je sais que souvent les entreprises vont dire OK, mais donc vous ne faites pas de la protection de la propriété intellectuelle parce que vous allez montrer le modèle qu'on a utilisé avec le jeu de données public, etc. Non, dans notre équipe, on ne va pas protéger la propriété intellectuelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un projet de 2 à 4 mois, on ne fait pas
de l'innovation fracassante. C'est souvent des modèles qui sont déjà existants. L'IA est un des domaines de la science qui fonctionne beaucoup en sciences ouvertes. Donc, on va aller chercher des publications, les dernières publications à la pointe de la technologie avec les modèles, etc. On va les adapter, mais ce sont des modèles qui existent déjà. Donc, il n'y a pas de protection de la propriété intellectuelle à faire. Par contre, là où ça va être important pour les entreprises, c'est comment vous allez utiliser ce modèle-là avec les données privées de l'entreprise. C'est ça qui va être la propriété intellectuelle. Et ça, on ne le montre pas en atelier, on va juste montrer le jeu de données public. Donc, le scientifique va aussi chercher les derniers modèles que potentiellement il pourrait utiliser. Donc, il fait vraiment une revue de littérature. Et après ça, il va donner son go ou no-go au projet parce que ça se peut que finalement, ce ne soit pas un projet pour l'apprentissage profond. Et encore une fois, on va rediriger l'entreprise vers les bons joueurs avec un bon transfert technologique pour pas que toutes les conversations qu'on ait eues tombent à plat. Et donc, c'est à ce moment-là que si on décide de partir un projet, c'est là que la facture de 5 000 $, elle tombe. Donc, tout ce qui a été fait en amont, donc toutes les rencontres avec les scientifiques, avec les conseillers en adoption, tout ça, c'est gratuit. Même si on vous réfère à l'externe, il n'y a pas de coût à ça. Donc, c'est vraiment gratuit. C'est vraiment à partir du moment où on fait un projet qu'on paye la facture de 5 000 $. Donc là, il y a le 2 à 4 mois se passent. L'entreprise peut être autant impliquée qu'elle veut dans le projet, c'est-à-dire qu'elle peut décider de passer 1 heure par semaine, 3 heures ou 4 heures par semaine à être impliquée dans le projet, sachant que nous, ce qu'il nous faut du côté de l'entreprise, c'est vraiment les experts de la problématique, parce que nous, nos scientifiques sont capables de répondre au modèle et à l'IA, mais malheureusement, enfin, il faut qu'on ait vraiment la réalité de l'entreprise qui soit aussi derrière. Donc, c'est vraiment à géométrie variable, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Et nos conseillers en adoption, pendant les 2 à 4 mois, aident aussi l'entreprise à réfléchir à quelles sont les ressources que vous allez devoir déployer après par la suite pour intégrer la preuve de concept, vous aider à faire aussi du nettoyage, vous donner des conseils sur du nettoyage de données pour que le jeu de données de l'entreprise privée soit prêt pour justement déployer le modèle par la suite. Et une fois qu'on a une belle preuve de concept, ça fonctionne, ben là, on donne encore 2 à 4 semaines pour justement adapter le modèle au jeu de données privé qui potentiellement aura pu être nettoyé pendant le 2 à 4 mois là, par l'entreprise d'avoir mis en place les bons processus. Et ensuite, après ça, on fait un autre accompagnement dans l'écosystème parce que nous, on s'arrête à une preuve de concept, mais on ne fait pas de l'intégration. Donc, on ne va pas aller déployer dans l'entreprise. Ça va prendre des intégrateurs qui vont le faire. Et on a encore une fois des belles relations avec beaucoup de joueurs dans l'écosystème. On est agnostique, donc on ne va pas donner une préférence, on va vous donner une liste de ressources qui existent en vous nommant les avantages, leurs forces, leurs faiblesses. Et après ça, c'est à l'entreprise de choisir avec quel intégrateur elle veut faire affaire. Et après, on peut éventuellement vous diriger l'entreprise vers des sources de financement disponibles parce qu'on sait que la première phase, c'est que 5 000 $, mais de l'intégration, ça peut aussi coûter cher. Donc, d'aller chercher d'autres sources de financement. Il y a des entreprises qui ont leur propre équipe d'intégration, de développement, et ça, c'est pareil. Donc, ça nous fait plaisir de faire des transferts technologiques justement rigoureux pour que les gens soient capables de bien déployer. Et puis, souvent, quand on dit qu'on fait un accompagnement dans l'écosystème, d'ores et déjà, au tout début du processus, on va demander à l'entreprise, est-ce que vous avez les ressources pour faire l'intégration ou est-ce que vous voulez qu'on vous présente des intégrateurs? Comme ça, on inclut les gens en amont pour qu'au moment du déploiement de la preuve de concept, ce soit assez rapide tout de suite après la fin du projet. Donc ça, c'est pour le parcours. Et puis maintenant, je vais passer à tout ce qui est projet complété et technique. Mais avant ça, je sais que du coup, je parle, mais si vous avez des questions, vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas à le faire maintenant ou je peux les prendre à la fin, c'est comme vous voulez. Donc, pour ce qui est des projets complétés et qui sont aujourd'hui des ateliers qu'on donne, il y en a 3. J'en ai mis 2 à l'écran. Je pourrais vous parler du troisième. Donc, le premier, c'est Alloprof. Alloprof, c'est une plateforme d'aide scolaire, en fait, pour les élèves du primaire au secondaire. Et c'est une plateforme où il y a des modérateurs, donc des professeurs, des gens qui sont habilités, qui vont répondre aux questions des étudiants. Donc, les étudiants vont sur la plateforme, ils posent une question, par exemple, j'aimerais connaître comment fonctionne le théorème de Pythagore. Et c'est un modérateur qui va
répondre à l'élève, soit en lui donnant la réponse telle qu'elle, soit en lui référant une fiche technique du site Internet qui est faite pour les élèves du primaire et du secondaire au Québec, en fonction de leur niveau, etc. Sauf que manque de main-d'œuvre oblige, et aussi parce que il arrive que les modérateurs ne soient pas disponibles le soir quand les élèves étudient ou la fin de semaine, et que souvent les élèves ont besoin d'une réponse assez rapide. Alloprof avait développé une plateforme, un outil de recherche sur leur plateforme où les élèves pouvaient poser leurs questions, et il y avait une fiche technique, il y avait un choix de 3 fiches techniques qui leur étaient proposées. Et en fait, la performance de leur modèle était de 20%. Donc, ça voulait dire que 2 fois sur 10, la fiche technique référée était la bonne. Donc, ils voulaient augmenter la performance de cet outil de recherche-là. Donc, ils sont venus nous voir, et avec une technique qu'on appelle du traitement de langage naturel, donc c'est un peu ce que ChatGPT utilise comme technique, on a réussi à augmenter la performance de leur outil de recherche à 50%. Donc ça, en 2 à 4 mois, on venait augmenter en relatif la performance de 150%, parce qu'on passait de 20% à 50%. Donc, ils ont été très satisfaits de ça. Ça leur a permis justement d'avoir une réponse plus rapide pour les élèves en fonction du niveau scolaire de l'élève, en fonction des fautes d'orthographe que l'élève pouvait aussi faire dans leurs questions. Et ils sont revenus faire un deuxième projet avec nous parce qu'ils voient qu'il y avait vraiment beaucoup de valeur à faire ça. Donc ça, c'est un atelier qu'on donne. Ensuite, on a un deuxième atelier qui s'appelle Dubois Grinovation. Ça, la technique, c'est de la vision par ordinateur. Donc, Dubois Grinovation, c'est des gens qui sont dans du matériel agricole. Donc, quand un client leur envoyait une photo de pièce, l'analyste devait passer 30 minutes à 1 heure à aller fouiller dans le catalogue de 14 000 pièces. Et donc, ils avaient le même problème de pénurie de main-d'œuvre que partout. Et donc, ils avaient besoin de quelque chose de plus rapide. Donc, on leur a développé un modèle qui réduit la liste de 14 000 pièces à 20 pièces en fonction de la photo qui a été envoyée du client. Et donc, ce qui leur permettait de réduire le temps d'analyse à 30 secondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a effectué avec eux et qui est aussi disponible. Et l'autre atelier qui est disponible, qui n'est pas à l'écran, c'est un atelier qui va regarder tout, ça s'appelle la modélisation de sujets. Donc, c'est à travers des centaines de milliers de courriels du service à la clientèle d'une entreprise. Le modèle va chercher les 10 sujets les plus préoccupants des clients pour que la compagnie puisse faire sa planification stratégique pour les 5 prochaines années pour le service à la clientèle. Donc ça, c'est un autre atelier qu'on donne en ce moment. En dehors de ça, on a quand même beaucoup de techniques et de possibilités en apprentissage profond. J'en ai listé quelques-unes à l'écran, mais ça ne s'arrête pas à ça. Mais c'est juste pour vous donner des idées. Comme ça pourra peut-être allumer des lumières. Donc, vision par ordinateur, on va aller parler de détection de défauts de fabrication, sélection d'objets sur un convoyeur, amélioration du tri de matières recyclables. Donc, tout ça, c'est des techniques qui peuvent être faites quand on pense beaucoup à tout ce qui est activité minière. Par exemple, ça, c'est des techniques qui vont être super importantes là-dedans. Ensuite, on a tout ce qui est traitement du langage naturel. Donc comme je l'ai dit à l'OPROF, on a utilisé traitement du langage naturel. Ça va pouvoir faire de la classification automatique de texte pour planifier des rencontres et des rendez-vous, donc comme des assistants en fait virtuels. Des réponses automatiques à des questions posées par la clientèle. Donc, ça, c'est le cas d'AlloProf. Donc, ça peut être le cas des chatbots, typiquement, ou de la reconnaissance vocale. Donc, pour traduire la voix au texte. Donc là, on a fait récemment un projet de reconnaissance vocale avec différents accents dans la langue française. Et puis ça, pour les centres d'appel, par exemple, et souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des services à la clientèle, ça, c'est quelque chose de très bénéfique parce que dépendamment des différents accents, la personne à l'autre bout, les personnes ne se comprennent pas forcément. On a aussi tout ce qui est système de recommandation, donc recommandation de formation, recommandation de lecture et intérêt, un peu à la Netflix. En fait, Netflix, c'est ça, c'est des systèmes de recommandation ou de biens et services locaux. On a pas mal de gens qui viennent nous demander ce genre de choses en ce moment dans les systèmes de recommandation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau légal. Donc ça, c'est autre chose qu'on peut faire. Et une autre catégorie, la dernière dont je vais parler, c'est les séries temporelles. Donc ça, c'est quand on va regarder tout l'historique
par exemple, de la demande énergétique, par exemple, on va pouvoir faire après ça de la prévision, de la prédiction de la demande énergétique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Puis là, on va prévoir en fonction de différents facteurs, de la météo, de l'implantation de prochaines usines, etc. Comment est-ce que la demande va s'effectuer dans le futur? De la maintenance prédictive, beaucoup aussi, je sais que ça, c'est intéressant pour beaucoup de manufacturiers. Donc, c'est de savoir quand est-ce qu'une pièce va lâcher avant qu'elle lâche pour planifier correctement la maintenance des équipements. Et sinon aussi, on a beaucoup de prévisions de risques futurs pour la santé d'un patient et de son rétablissement. Donc ça, c'est vraiment, ça ne s'arrête pas, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, le but, c'est de vraiment prendre une première rencontre avec nous pour qu'on aille creuser un peu les cas d'utilisation dans les entreprises pour voir qu'est-ce qui serait possible. Donc, la présentation, je vais l'envoyer après à Raphaël qui pourra vous la transmettre. Vous aurez mes coordonnées ici. Il y a aussi les coordonnées de Dominique, qui est ma collègue qui fait le même travail que moi. Donc, comme ça, si jamais vous voulez nous rencontrer, vous envoyez un mail à toutes les deux. Vous aurez clairement une chance qu'on vous réponde très, très rapidement. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux peut-être arrêter le partage ou si vous avez besoin. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions du coup. Oui, oui, moi j'en ai une. Pardon, excuse-moi. Je cherchais ma main, mais là, je ne la trouvais pas. J'attendais l'arrêt du partage d'écran. Et peut-être tu l'as dit, mais en tout cas, bon, bref, y a-t-il une sélection? Tout le monde peut appliquer? Tu sais, vous autres, est-ce que... Il n'y a pas de sélection. Notre plus gros critère, ça va rester que ce soit une PME. Donc, qu'est-ce qu'on entend par PME? C'est moins de 500 employés. Donc, on essaye vraiment surtout de donner ce service-là aux PME. Ça nous arrive parfois d'accepter de faire des projets avec des grandes entreprises, mais souvent, les grandes entreprises ont plus de moyens, ont leur propre équipe à l'interne. Donc, c'est sûr que si l'entreprise est très grande, mais n'est pas du tout mature en IA, on va la prendre. Parce qu'après ça, à l'interne, on a d'autres équipes à qui on peut les référer, qui peuvent justement faire des projets de plus grande envergure avec eux. Là, c'est vraiment axé beaucoup plus PME, start-up au BNL, justement, par rapport au coût. Donc ça, ce serait le premier critère, je dirais, mais sur une base ad hoc, on peut toujours faire des exceptions. La deuxième chose, comme je l'ai dit, un des critères, il faut absolument que ce soit une problématique où l'apprentissage profond est bénéfique, en fait. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas développer des projets où une méthode d'apprentissage automatique classique serait aussi bien. Parce que l'apprentissage profond, ça quand même engendre des coûts au niveau de l'entraînement des données, c'est un coût environnemental, etc. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on met les bonnes ressources au bon endroit. Mais ça va être quelque chose, une évaluation qu'on va faire en fait en cours de route ensemble. Et sinon, l'autre critère qui est aussi important, j'en ai un peu parlé au début, c'est tout ce qui est responsabilité sociale. Donc, quand on va entreprendre un projet, on va vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises pratiques qui en découlent. Donc, on ne veut pas augmenter, par exemple, je sais pas, un projet qui pourrait augmenter l'impact négatif sur l'environnement. Donc ça, on a des équipes, on a une équipe à l'interne qui s'appelle IA pour l'humanité qui va nous aider à justement un peu cibler quelles pourraient être les problématiques qui viennent avec le projet qu'on entreprend à ce niveau-là. Je donne un autre exemple, par exemple, il y a une entreprise qui était venue nous voir pour faire de la reconnaissance faciale dans les RPA, dans les CHSLD. Et ça, c'est quelque chose c'est des projets qu'on ne va pas entreprendre. Par contre, on va aider l'entreprise à regarder le problème d'une autre manière. Parce que si ce n'est pas la reconnaissance faciale, ça peut être une autre technique de l'apprentissage profond qui répond parfaitement aux besoins sans s'en aller dans ce genre de choses-là. OK, intéressant. Puis le délai entre le moment où on vous contacte puis qu'on peut débuter le projet, c'est variable ou c'est plus ou moins quelques mois? C'est vraiment variable en fonction de la compagnie. Là, c'est vrai qu'après ça, en fonction du temps de délai des échanges entre nous et la compagnie, ça peut prendre quelques semaines. Quand ça va très vite, en général, moi, je rencontre une première fois la compagnie. La semaine d'après, on rencontre le conseiller en adoption qui, lui, va faire avec le scientifique l'évaluation. Ça va durer 2 semaines. Puis après ça, ça va être au niveau légal d'aller signer le contrat, éventuellement quand on a un go du scientifique. Donc, je dirais, dans un temps idéal, c'est 4 semaines.
la réalité, le minimum très concentré, la réalité des choses veut qu'on a un pipeline qui se remplit quand même assez vite de projets. Donc aujourd'hui, les projets les nouvelles disponibilités, c'est en octobre. Ouais. Donc, ça veut dire que bon, là, on a tout l'été pour en parler, etc. Et on va souvent dire aux compagnies, justement, choisissez une problématique qui n'est pas une problématique très pressante. Parce qu'on ne veut pas justement bloquer la compagnie à ce niveau-là. Puis on veut aussi s'assurer que la compagnie ne travaille pas dessus entre-temps. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on fait une évaluation pour rien. Donc ça aussi, c'est des choses à considérer. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois ici. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. C'est ça. Nous autres, on n'a pas vraiment encore une idée très claire. Donc, si je comprends bien là, ton programme en 2 volets, là, on pourrait peut-être commencer par 1 ou 2 ateliers d'idéation pour clarifier un peu notre problématique ou notre idée de base, c'est ça? Exact. Puis en général, je dirais qu'un atelier d'idéation suffit. OK. Donc, parce que c'est vraiment 3 heures. On discute pendant 3 heures en fait. On fait la présentation, mais en même temps, on discute avec le conseiller en adoption. Donc, c'est sûr que normalement, un atelier suffit. OK. Puis ensuite de ça, si notre idée est un peu plus claire, on peut décider de passer à l'étape démonstration puis clencher plus là-dessus. Exactement. Puis en plus, cette séance d'idéation, d'atelier-là, ça va nous permettre en fait de faire comme un 2 en 1 de rencontres en fait. Et après ça, souvent, des fois, ça nous arrive même de tirer un scientifique dans les rencontres pour qu'il réponde aux questions, pour qu'on commence un peu à brainstormer sur, OK, c'est-tu vraiment possible ce cas-là pour l'apprentissage profond? Donc, je dirais pas que ça va plus vite, mais ça aide beaucoup, oui. OK. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je pense que du coup, Raphaël, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que peut-être que tout le monde a envie d'aller manger. Moi, je pourrais m'arrêter là. Et puis, je vous fais parvenir la présentation avec mes coordonnées. Je serais ravie de vous rencontrer dans un deuxième temps. Bon, ben, super. Merci, Alison, pour ta présentation. Je vais laisser dans le chat là, un petit lien pour un petit sondage. Il y a genre 4-5 questions. Si vous pouvez y répondre, ça nous ferait plaisir de savoir si ces midis-là sont pertinents pour vous. Puis, dans les prochains jours, là, on va vous envoyer la présentation d'Alison, puis aussi un lien pour écouter la présentation que vous pouvez d'ailleurs partager à d'autres si vous pensez que ça peut être intéressant pour d'autres personnes. N'hésitez pas à partager l'information. On n'est pas... Le but, c'est de faire ça ouvert. Donc, voilà. Merci tout le monde. Puis bonne Super. journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.